Nous sommes dans le building Lance Armstrong. Et voici la piscine réservée aux employés de Nike et à leurs familles. Vous êtes au cœur de la première entreprise mondiale de vêtements et chaussures de sport. Bienvenue chez Nike. Et c'est vrai qu'à première vue, le siège de la compagnie basée à Portland, sur la côte ouest des États-Unis, ressemble plus à un campus universitaire qu'à une véritable multinationale. Piste d'athlétisme, salle de fitness, ici, le sport est une véritable religion. Johnny Komlos est responsable de la communication, c'est elle qui nous guide tout au long de la visite. Son discours est bien rodé, l'employé de Nike est avant tout un passionné de sport. Regardez, voici des employés de Nike qui profitent de leur pause pour faire des activités sportives pour renforcer l'esprit d'équipe. Mais quand est-ce qu'ils travaillent ? Il y a toujours du temps pour faire du sport. Ambiance décontractée donc jusqu'au service de sécurité, discret mais très efficace. C'est qui eux ? Ah oui, désolé, je n'ai pas eu le temps de vous prévenir. Ce sont des journalistes français qui font un reportage sur Nike. Ne vous inquiétez pas. Ok, d'accord. Excusez-moi encore. Petit rappel à l'ordre, car malgré les apparences, le siège de Nike reste l'un des sites les plus protégés des États-Unis. Veuillez couper votre caméra, s'il vous plaît, merci. Secret défense, car c'est dans ces immeubles qu'est conçue la chaussure de sport la plus portée au monde, la basket Nike. Une centaine de nouveaux modèles sortent chaque année de ces laboratoires high-tech. Des ingénieurs aux designers, ils sont près de 6000 à tester et concevoir les chaussures et les vêtements de la marque au célèbre logo. Le siège de Nike, un empire de 300 hectares bâti par un homme auquel les employés vouent un véritable culte. Regardez, ici c'est une photo de Phil Knight lorsqu'il était encore à l'université. Il est en grande forme. Voici donc la photo de l'un des hommes les plus riches de la planète. Phil Knight, le fondateur de Nike Company. Âgé de 66 ans, il fait partie des 40 plus grosses fortunes mondiales. Phil Knight, c'est l'histoire d'un milliardaire visionnaire qui a réussi à convaincre le grand public de porter des baskets hors des stades. Mais le patron de Nike, c'est aussi l'un des businessmen les plus détestés. Un homme qui a incarné pour beaucoup les dérives de la mondialisation. C'est à Portland, en Oregon, sur la côte ouest des États-Unis, que débute l'histoire de Philip Hampson Knight, le 24 février 1938. Ce fils de bonne famille n'a qu'une passion dans sa jeunesse, la course à pied. Sa spécialité, le 1500 mètres, une discipline qu'il pratique en équipe au niveau régional. Phil Knight est aussi un bon élève. En 1962, il part pour la Californie et intègre la prestigieuse université de Stanford pour y passer un diplôme de commerce et de gestion. Parallèlement à ses études, Phil continue de courir, mais il a un problème, ses chaussures. À l'époque, cela peut surprendre, mais pour pratiquer l'athlétisme, il n'existe que deux marques allemandes, Adidas, qui domine largement le marché, et Puma, mais pas de chaussures américaines. Jeb Johnson était le compagnon d'entraînement de Phil Knight à l'université. Il se rappelle qu'à l'époque, question chaussures, le choix était plutôt limité. À l'époque, les seuls fabricants, c'était Adidas et Puma. Ils produisaient leurs chaussures en Allemagne et c'est pourquoi les chaussures étaient très chères. Dans les années 60, ces chaussures valent 9 $ dans le commerce. Et à l'époque, payer 9 $ pour des baskets, c'est un vrai luxe, surtout quand on est étudiant. Mais Phil Knight va découvrir qu'il existe un moyen de se procurer une chaussure beaucoup moins chère. C'est lors d'un voyage d'étudiant à Tokyo, au Japon, qu'il tombe sur une perle rare. La Tiger. Vous la reconnaissez peut-être. Ce modèle est devenu culte. C'est celle que porte Uma Thurman dans le film Kill Bill. Pour Phil Knight, la Tiger est très design, mais surtout, elle coûte 3 fois moins cher que ses concurrentes Adidas et Puma. La Tiger était déjà à l'époque une bonne chaussure, mais surtout, son prix était très compétitif. Si la Tiger est aussi peu chère, c'est parce qu'au début des années 60, la main-d'œuvre au Japon est encore très bon marché. Phil Knight n'a donc plus qu'une idée en tête, importer cette Tiger aux États-Unis.
À 26 ans, il va réussir à convaincre les fabricants japonais de lui confier la distribution de cette perle rare en Amérique. Tenez, regardez là, ces chaussures. Ce sont des Tiger de 1966. Elles ont un look plutôt sympa, vous trouvez pas? Pour distribuer la Tiger, Phil Knight crée une petite structure Blue Ribbon Sport avec pour seul employé Jeff Johnson. Nous sommes en 1964. Pour vendre leurs baskets inconnues, les deux compères ne vont pas passer par des magasins mais démarcher les clients sur les stades. Leur principal argument, le prix. 7 $ la paire de Tiger, c'est 25% de moins que le géant Adidas. On allait démarcher dans les lycées, dans les facs, rencontrer les entraîneurs, les athlètes. On allait les voir et on leur démontrait la qualité de nos baskets. Petit à petit, les coureurs étaient intéressés, alors on leur vendait. Et vraiment, c'est comme ça qu'on a réussi à convaincre nos premiers clients. 7 ans plus tard, Blue Ribbon Sport est devenue une PME qui emploie 25 salariés à travers les États-Unis. Ils vendent maintenant 140 000 paires de Tiger. Tout semble donc aller pour le mieux. Et pourtant, quelques mois plus tard, tout va s'effondrer. Nous sommes au début du mois d'octobre 71. Jeff Johnson est convoqué par Phil Knight. Phil nous avait tous réunis pour nous dire que Tiger ne renouvellerait pas le contrat avec nous parce qu'ils voulaient les vendre eux-mêmes. Et là, je crois que c'est la pire des nouvelles qu'ils pouvaient nous annoncer. On est tous restés scotchés à nos sièges. On s'est tous littéralement décomposés. Vous vous rendez compte? On travaillait comme des malades depuis 7 ans et là, on n'avait plus rien. On était morts. Et là, Phil a dit, c'est exactement ce que je voulais. Je me suis dit qu'il était fou, mais il paraissait tellement confiant. Il a toujours été confiant. Et si Phil Knight est si sûr de lui, c'est qu'il a compris avec le succès de la Tiger que les Américains sont prêts à acheter d'autres baskets que les chaussures allemandes qui dominent le marché. Il va donc créer lui aussi sa propre marque. Et son objectif est ambitieux, concurrencer le géant Adidas. Première étape, trouver un logo efficace et reconnaissable d'un seul coup d'œil comme les fameuses 3 bandes de la marque allemande. Direction la banlieue de Portland. Un petit pavillon dans un quartier populaire. L'homme au téléphone, c'est John Davidson, un ancien garde-côte à la retraite. Elle, c'est Caroline, sa femme, 63 ans. Les Davidson, un couple d'Américains ordinaires. Et pourtant, Madame a créé il y a plus de 30 ans l'un des logos les plus connus au monde. Caroline est à l'époque étudiante en art graphique. Et elle a déjà travaillé pour Phil Knight à l'époque de la Tiger. En 71, il lui demande donc de plancher sur le logo de sa nouvelle chaussure, mais il n'a pas d'idée précise. Au départ, la seule instruction que Phil m'avait donnée, c'était de créer, du mouvement et d'essayer d'incorporer une certaine stabilité sur la chaussure. Alors, j'ai fait quelques essais. Et puis j'ai dessiné ça, ce qui était vraiment moche. 2 barres avec un rond, cela ne lui convient pas. Après 17 heures de travail, Caroline a finalement un trait de crayon génial. Alors j'ai continué à travailler. Et voilà le dessin qui m'est venu ensuite. Une virgule. Ce logo deviendra l'un des plus célèbres au monde. Mais au départ, Phil Knight n'est pourtant pas convaincu. Phil m'a dit, bon, je l'adore pas, mais je pense qu'avec le temps, je m'y ferai. J'ai été payé 35 $ pour dessiner le logo. Seulement 35 $? 35 $ pour une contribution si essentielle à la renommée de la marque. Caroline n'a pourtant aucun regret. Oui, mais vous savez, moi je ne connaissais pas les prix, hein. Je n'étais qu'une petite étudiante. Les gens me demandent souvent pourquoi je n'ai pas déposé le copyright. En fait, tout simplement parce que Phil n'aurait pas voulu. C'était déjà un sacré businessman. Mais Phil Knight ne veut pas de cette image de businessman cynique. 10 ans plus tard, en 1981, il organise dans les locaux de la société une réception en l'honneur de Caroline. Ce sont des images exclusives. Vous aurez sans doute reconnu Caroline. Et l'homme hilar en costume gris, c'est Phil Knight.
À la tienne, on est très content de te revoir. Caroline est émue. C'est le moment que choisit son patron pour lui faire un petit discours. On l'a payé 2 $ de l'heure. Et je n'aurais jamais pensé qu'elle mettrait 17 heures pour faire le logo. En plus, on lui avait demandé de ne pas encaisser le chèque tout de suite. Enfin, beaucoup de temps s'est écoulé depuis ce jour et aujourd'hui nous sommes tous réunis ici pour te témoigner notre gratitude et notre affection. Et Caroline n'est pas au bout de ses émotions. Son patron lui a préparé une petite surprise. Une bague, une virgule en or sertie d'un diamant. Ce bijou, Caroline est la seule à le posséder. Mais ce n'est pas tout. Elle recevra le même jour des actions Nike. C'est pas mal, mais elle valait beaucoup plus hier. On ne sait pas jusqu'où a été la générosité de Phil Knight. Caroline ne le dira jamais. Phil Knight n'a dépensé que quelques dollars pour un logo qu'il n'aimait pas, mais qu'il finira tout de même par se faire tatouer sur la cheville bien des années plus tard. Mais un logo seul ne lui suffit pas. Il lui faut maintenant un nom pour son entreprise. Un nom percutant qui va lui permettre de se distinguer des géants allemands. Pour le trouver, il va encore faire appel à ses employés. Une anecdote que Phil Knight aime raconter à chacune de ses conférences de presse. J'ai demandé à tout le monde d'écrire sa proposition de nom sur un bout de papier et on en a choisi un, celui de Jeff Johnson. C'est lui qui a trouvé le nom Nike. C'était mieux que ma proposition. Moi, j'avais écrit Dimension 4. C'est donc son vieux pote de fac, Jeff Johnson, qui sera le plus inspiré en proposant Nike, un nom chargé de symboles. À l'origine, c'est du grec ancien. Athéna Niké, la déesse de la victoire. Je l'avais appris en classe à Stanford, où je prenais des cours de mythologie grecque. Mais je ne suis pas particulièrement fier, hein. Franchement, c'était juste un accident. Un trait de crayon pour le logo, un vieux souvenir de fac pour le nom. Le plus important pour Phil Knight reste la chaussure. Et il sait qu'il a les moyens de sortir un modèle révolutionnaire. Un trait de crayon pour le logo, un vieux souvenir de fac pour le nom. Le plus important pour Phil Knight reste la chaussure. Et il sait qu'il a les moyens de sortir un modèle révolutionnaire. C'est Bill Bowerman qui va lui donner le secret de cette chaussure. Bowerman, c'était le premier entraîneur de Phil Knight à l'université de Portland. À cette époque déjà, il n'avait qu'une obsession, améliorer le confort des baskets de ses athlètes. Depuis des années, il élabore chez lui des prototypes. Et une trouvaille va particulièrement attirer l'attention de Phil Knight. Cette semelle avant-gardiste. Bill Bowerman a eu la révélation en observant sa femme faire des gaufres. Son idée, utiliser le moule et remplacer la pâte par du caoutchouc. Le résultat, une plaque dentelée qu'il va ensuite découper et coller sous la chaussure. La waffle shoes, en français, la chaussure moule à gaufre est née. Johnson se souvient la première fois où il a eu la chaussure entre les mains. La première fois que j'ai vu la chaussure moule à gaufre, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ça peut marcher? Et puis je les ai essayés et tout de suite, j'ai senti que cette semelle dentelée me protégeait du sol dur. Il y avait une sorte d'effet qui créait un ressort naturel, comme un coussin. À l'époque, toutes les semelles étaient plates et dures. C'était un grand changement. C'était un énorme changement. Phil Knight a donc trouvé sa chaussure révolutionnaire. Reste maintenant à la fabriquer. Mais à l'époque, sa petite entreprise n'a pas les moyens d'avoir ses propres usines pour produire à grande échelle. Il va donc faire ce que personne n'avait fait avant lui, créer la première marque sans usine. Il va sous-traiter toute sa fabrication là où la main-d'œuvre est la moins chère, en Asie. On a été les premiers à être présents en Corée et un peu plus tard en Chine. Mais on n'avait pas vraiment le choix. C'était le seul moyen d'être compétitif face aux chaussures de la concurrence produites en Allemagne. En Corée, ils fabriquaient des chaussures de meilleure qualité, plus vite que les autres, mais surtout bien moins chères qu'en Europe. Au début des années 70, les salaires en Asie sont toujours nettement moins élevés qu'en Europe et aux États-Unis. Et cela fait toute la différence, car la main-d'œuvre représente 50% du coût de fabrication d'une chaussure.
Phil Knight a donc compris avant tout le monde tout l'intérêt de délocaliser. Et il n'y a pas que le prix. Car au-delà du coût de la chaussure, les risques sont beaucoup plus limités. En délocalisant, on a beaucoup plus de flexibilité, hein, c'est triste à dire, mais si un modèle marche moins bien ou si une usine est moins performante, on n'a pas d'état d'âme, on n'a pas à la fermer puisqu'elle ne nous appartient pas, on va ailleurs. Donc ça, c'est une recette qui avait finalement 20 ans d'avance en matière de production. Reste maintenant à conquérir les Américains. Mais sa marque est inconnue et Phil Knight n'a pas les moyens de se payer de grandes campagnes de pub. Alors, il va avoir une nouvelle fois une idée à laquelle personne n'avait pensé. S'appuyer sur les grandes stars du sport pour faire la promo de ses chaussures. Et c'est encore Bill Bowerman, l'inventeur de la chaussure moule à gaufres, qui va lui présenter le personnage idéal. Un jeune athlète qui l'entraîne, Steve Prefontaine, le champion des États-Unis du 5000 mètres. Son nom ne vous dit sans doute rien, mais pourtant, au début des années 70, Prefontaine est un véritable phénomène en Amérique. Il y avait un culte autour de lui. Steve avait des fans qui l'adoraient, comme une véritable rockstar. Et si Prefontaine est si populaire, c'est parce qu'au-delà de son palmarès, il a une personnalité hors du commun. Une personnalité qui tranche dans le milieu très conservateur de l'athlétisme. Rebelle, il se fait remarquer en militant contre la guerre au Vietnam. Et c'est cet anticonformisme qui plaît tant à Phil Knight. En 73, il lui propose contre 5 000 $ de ne porter que des Nike. C'est la première fois qu'un athlète est payé pour porter une marque. C'est pas l'athlétisme qui va me faire manger ni me permet de payer mes factures. C'est une discipline qui demande beaucoup de sacrifices par rapport à pas mal d'autres sports dans ce pays. Steve Prefontaine devient la figure emblématique de la jeune marque. Il la fait connaître dans toute l'Amérique. Résultat, on s'arrache les chaussures moule à gaufres, les waffles. En 74, plus de 500 000 paires sont vendues. L'association avec le champion charismatique porte ses fruits. Mais cela ne va durer que 2 ans. In Eugene, Oregon, one of America's best hopes for the 1976 Olympics, long-distance runner Steve Prefontaine is dead. Ce 29 mai 1975, Steve Prefontaine est fauché en pleine gloire à l'âge de 24 ans. Avec ce drame, Nike perd son précieux ambassadeur, mais se forge une image anticonformiste et rebelle qui va plaire à la jeune génération. Une image que la marque va dorénavant cultiver avec ses champions, et notamment, en 78, avec John McEnroe, aussi connu pour ses coups de gueule que pour ses coups droits. I've got to play well today. Last time I played this guy, it was tough. Start fast, get on top early. Be aggressive. Think for a change. Hope my socks match. Mais c'est en 1984, à l'âge de 46 ans, que Phil Knight va réussir le coup de sa vie. Celui qui va lui permettre de rejoindre enfin le géant Adidas. Et c'est grâce à un sportif inconnu du grand public, un basketteur issu des quartiers blacks de l'Amérique. Son nom, Michael Jordan. En 84, Michael Jordan signe avec l'équipe des Chicago Bulls, son premier contrat dans le prestigieux championnat de basket, la NBA. Mais Jordan est sûr de son talent. Il est prêt à tout pour faire parler de lui, et Phil Knight l'a bien compris. Il lui propose un gros coup de pub en lui créant une basket de rebelle. Car à l'époque, la NBA est très stricte concernant la tenue de ses joueurs. Des shorts pas trop longs, et pour les chaussures, seules 2 couleurs sont autorisées, le blanc et le noir. C'est sur ce point de règlement que Phil Knight va faire son coup. Thomas Giorgetti, journaliste dans un magazine spécialisé de basket, a gardé précieusement la chaussure du scandale. Ça, c'est la première Jordan. Ça, c'est le premier modèle de Jordan. Cette paire de chaussures, dans les années 80, était un véritable astéroïde. Et là où Jordan, en fait, est arrivé à tout casser, c'est qu'il est arrivé avec des chaussures bariolées. Et d'un coup, les établissements de la NBA n'étaient pas du tout d'accord. Des chaussures rouges, noires, blanches, la NBA est furieuse et interdit la Air Jordan des parquets sous peine de fortes amendes. Ça n'arrête pas Jordan et Knight. Le jeune insolent jouera toute la saison avec ses chaussures bariolées. Phil Knight paiera des dizaines de milliers de dollars, mais l'objectif est atteint. Déclencher la polémique. Ils vont même en faire une campagne de pub. En septembre 1984, Nike a créé les premières baskets révolutionnaires. En octobre 1984, la NBA a interdit ces baskets des parquets.
Mais la NBA ne pourra pas vous interdire de les porter. 1 million d'Air Jordan vendus en quelques mois. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire du sportswear. Et en plus, elles sont chères. 100 $ la paire. C'est le jackpot pour Phil Knight. Mais c'est aussi le début d'une fructueuse collaboration entre les deux hommes qui va durer plus de 10 ans. Phil Knight saura se montrer généreux avec son champion. Il va en faire un salarié à part entière en lui offrant de jolis revenus, jusqu'à 5 millions de $ par an. Il a même le droit à son propre bureau au siège de Nike. Il faut dire que Jordan sera une véritable mine d'or pour la marque. En quelques années, il va permettre à Nike de passer devant Adidas sur le marché américain. Mais c'est surtout grâce à Jordan que les baskets vont se démocratiser. À partir de ce moment, la grande majorité des chaussures vendues aux États-Unis ne fouleront jamais un terrain de sport. La basket s'impose alors comme la chaussure de tous les jours. 15 ans après sa chaussure moule à gaufre, Phil Knight a donc réussi à convertir l'Amérique. 96, il est donc au sommet de sa gloire. En 15 ans, il a réussi à bâtir un empire qui emploie plus de 20 000 personnes. La consécration. Et pourtant, il est loin d'imaginer qu'un an plus tard, il va devenir l'ennemi public numéro 1. Été 98. Des milliers de manifestants qui appellent au boycott des produits Nike à travers tous les États-Unis. Des cortèges qui mettent en scène des travailleurs transformés en esclaves. Ces manifestants en colère dénoncent les conditions dans lesquelles se fabriquent à l'autre bout du monde les chaussures Nike. Ce qui a fait le succès de Phil Knight, fabriqué en Asie et pas cher, va devenir son pire cauchemar. Combien de temps encore allez-vous accepter ça? Ce sont des enfants de 13 ans qui fabriquent les Nike. Une soudaine prise de conscience déclenchée par les révélations d'un homme. Ce journaliste en casquette à l'allure débonnaire, Michael Moore. Dans The Big One, Moore met en lumière le cynisme de Phil Knight sur le travail des enfants au sein des usines Nike. And if 12-year-olds are working in these factories, that's okay with you? Not 12-year-olds working in the factory. The minimum age is 14. Well, how about 14 then? Well, doesn't that bother you? No. Énorme erreur. Mais ce n'est pas fini. Phil Knight va continuer de s'enfoncer. I got a little gift for you because I always come bearing gifts whenever I get to meet a CEO, which I'll tell you isn't that often. You don't have to take too many gifts. All right. No. This is a good one. You'll like this one. I've got here 2 tickets, one in my name and one in your name, for you and I to go to Indonesia together. All right? And you show me those factories. You explain this to me. Right? I'll show you what's going on Sunday. Oh, no, not a chance. Huh? Not a chance. No? No, but... They're transferable. I can change it to another day. No, I'll tell you. Seriously, look at this. Michael Moore, I got it right here in your name here. And... No, Phil Knight, look at this. You and me on Singapore Airlines. No, I'm not It's a good airline. That's a great airline. Here, sit back down. We got to negotiate this deal. All right. Now, have you been there? I've never been to Indonesia. You've never... Oh, you've got to go. L'Amérique est écœurée. Les magasins se vident et les ventes s'effondrent. Une crise qui fait perdre au boss de Nike son légendaire sourire, mais l'oblige à réagir. L'homme jusqu'ici plutôt discret va passer plus d'une année à occuper la scène médiatique, tentant de se défendre face aux accusations portées contre lui. Aujourd'hui, je vais enfin vous donner l'occasion, à vous journalistes, d'admirer le grand Satan en personne. Nous n'avons pas de mauvaises conditions de travail dans nos usines et nous n'en avons jamais eu. Phil Knight a beau nier, mais le mal est fait. Pour Nike, les conséquences sont désastreuses. En moins d'un an, le chiffre d'affaires plonge et les bénéfices sont divisés par 2. Alors pour réagir, il va prendre une mesure spectaculaire. Un code de bonne conduite que doivent respecter tous les fournisseurs de Nike. Voici quel type d'engagement on y trouve. Le sous-traitant n'emploiera aucune personne âgée de moins de 18 ans pour fabriquer des chaussures et de moins de 16 ans pour fabriquer des vêtements, accessoires ou équipements. Le sous-traitant n'aura en aucun cas recours au travail forcé. Bon coup de com' ou réalité, difficile de vérifier si dans chaque usine, tous les sous-traitants respectent à la lettre ce code de bonne conduite. Mais quoi qu'il en soit, pour Phil Knight, l'objectif est atteint. L'image de la multinationale est restaurée. Après 4 ans d'efforts, la tempête est finalement passée. Il y a quelques mois, Phil Knight a finalement quitté la direction de Nike pour une retraite bien confortable. Sa fortune personnelle est estimée aujourd'hui à plus de 8 milliards de dollars. Cette année, l'entreprise qu'il a créée il y a 34 ans a enfin retrouvé sa place de leader incontesté.